Avant tout, je tiens à remercier nos amis de l'Association française du cheval bar de nous avoir invités et d'avoir permis ce rassemblement autour de la même cause qui est la plus belle et la plus noble conquête de l'homme. Donc l'objet de notre sujet, c'est le cheval barde. Il y a plusieurs théories sur le cheval barde, dont l'une dit qu'il descendrait d'un groupe de chevaux survivants de l'ère glaciaire. Les docteurs en paléontologie animale démontrent en 1987 et 2002 qu'il est vraisemblablement un cheval propre au nord de l'Afrique, issu du cheval sauvage domestiqué qui y vivait depuis une dizaine de milliers d'années. Ce cheval barde est l'une des plus anciennes races au monde à laquelle on ne connaît aucun mélange à ce jour. Quand je dis aucun mélange à ce jour, c'est-à-dire à sa création, à sa découverte, pas maintenant. Non, voilà, c'est mélange. Il était jusqu'à présent bien établi que le cheval était absent durant la préhistoire saharienne. Celui-ci n'aurait été introduit qu'au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Des recherches menées en Algérie établissent que des ossements d'espèces chevalines sont trouvés dans des gisements datant de 8000 à 40 000 ans. Et en Afrique du Nord, ce cheval est une partie intégrante de la vie de l'homme dans toute son histoire. Quand on dit 40 000 ans, on est déjà dans la civilisation attérienne. Attérienne, entre 8 000 et 45 000 ans. Est considérée comme l'une des plus anciennes civilisations d'Homo sapiens. À cette époque-là, dans ces ossements qui ont été trouvés en Algérie, on a trouvé un membre où le cheval, c'était à cette époque-là que le cheval avait 3 doigts. Il avait 5, il en a eu 3, 2 et après un seul. Les autres, c'est devenu des phalanges. Donc aujourd'hui, au musée du Bardo à Alger, est exposé ce membre avec 3 doigts qui a été découvert en 1980. Donc, c'est la plus vieille trace du cheval connu dans le monde. Et ce cheval-là, c'est des ossements qui ont été authentifiés par les commissions de l'UNESCO. Il a été appelé Equus nemidicus, parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit oui, c'est un os d'âne, c'est un os de zèbre, c'est un os de ceci. Et quand les commissions de l'UNESCO ont examiné, il s'est avéré que c'était des ossements d'un cheval qui avait 3 doigts et qu'on a appelé Equus nemidicus par rapport à la Numidie de l'époque. Ce cheval a été découvert par l'armée romaine lors de l'invasion de l'Afrique du Nord qui s'appelait à l'époque la Numidie. La romanisation de cette région commença au IIIe siècle, ne sera terminée qu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Ce cheval était monté par la redoutable cavalerie numide qui a tenu tête à la puissante armée romaine lors de la première invasion de l'Afrique du Nord. Depuis cette époque, on a appelé le cheval numide. Les Romains sont arrivés 3 siècles avant Jésus-Christ pour envahir l'Afrique du Nord, qui s'appelait à l'époque la Numidie. Et ils ont eu affaire à cette cavalerie numide, qui était une redoutable cavalerie et qui a réussi à les repousser. Ce cheval est le résultat d'une sélection naturelle qui s'est faite dans les grands espaces des hauts plateaux stépiques. Il est l'exception de ce sol et de ce climat. C'est dans ce milieu qu'il est le plus racé. Ce cheval a fait l'objet d'un élevage sélectif très strict. Il prendra une place sublimée par le don poétique des peuples bédouins, des soins constants de la pureté et la pureté de ses origines lui conserveront les qualités essentielles qui le définissent, qui sont l'agilité, la sobriété, l'endurance, la résistance et la docilité. Il est connu pour ça, et ça tout le monde le sait. Ce cheval est le compagnon permanent des Bédouins, des éleveurs des Atlas, des hauts plateaux stépiques et du Pré-Sahara. Partons à la recherche du cheval du Maghreb. Les provinces de Numidie étaient les greniers de blé de Rome. Pour les protéger contre les raids nomades cavaliers, car ils avaient déjà eu affaire à la redoutable cavalerie numide lors de l'invasion de l'Afrique du Nord, 3 siècles avant notre ère. Les Romains, pour se défendre de cette cavalerie, imaginèrent et réalisèrent un énorme dispositif
on l'appelle dans l'histoire de l'Antiquité le limes ou fossatum africain. Ça, si vous avez devant vous la cavalerie numide, quand elle a attaqué, quand la cavalerie romaine avait attaqué l'Algérie, et cette cavalerie, elle montait sans selle, sans filet. Ils avaient juste ce que vous voyez sur l'encolure, ce qu'ils appelaient le frein, c'était pour arrêter un petit peu les chevaux, et ils les guidaient avec une baguette entre les oreilles. Voilà comment ils ne connaissaient pas la selle, ils ne connaissaient pas la selle et ils ne connaissaient pas le filet. Alors, vous allez voir. Ainsi, nous avons la preuve que les Romains ont dû faire face au nord à une puissante menace des cavaliers gétules. L'importance du système de défense prouve les qualités guerrières des cavaliers des steppes du sud et la réalité de la menace qu'ils firent peser sur l'Empire romain. Alors, vous voyez un trait noir. Ce trait noir, c'est le limes. Le limes ou fossatum africain, un fossé africain. Alors, les gétules, ils sont en bas. De la ligne noire vers le bas, c'est les gétules, c'est les ancêtres, c'est les cavaliers, disons, numides qu'on a appelés après les gétules. Après, ils vont s'appeler zénètes et après, ils vont s'appeler berbères. Donc, ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils montaient chez les Romains, au-dessus de la ligne noire. Ils les attaquaient, ils faisaient des razzias, ils ramassaient tout ce qu'ils avaient ramassé comme huile, comme blé, et ils revenaient chez eux. Alors, les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé un fossé de la frontière tunisienne jusqu'en haut de l'Algérie, dans la ville qui s'appelait Césarée et qu'ils ont désignée comme capitale quand ils ont envahi la Numide. Donc, et à partir de ce fossé-là, c'est-à-dire les gétules ne pouvaient plus traverser ces fossés pour aller faire des razzias chez eux. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on traverse ces zones-là, le fossatum, dans quelques endroits, existe toujours. Donc voilà un petit peu la carte. Et cette carte, elle détermine le berceau, d'après le colonel Denis Bobo, elle détermine le berceau de la race barbe qui se trouve entre le 32e et le 36e parallèle. Le 32e, c'est le trait qui est en bas, le 36e, c'est le trait qui est un petit peu plus haut, et c'est ce couloir-là, de la frontière libyenne, ou de la Libye, il va jusqu'à l'Atlantique. Et c'est ça le berceau du bas, entre le 32e et le 36e parallèle. Alors, disons, ainsi nous avons la preuve que les Romains ont dû faire face en Afrique du Nord à une puissante menace des cavaliers gétules. L'importance du système de défense prouve les qualités guerrières des cavaliers des steppes du sud et la réalité de la menace qu'ils firent sur l'Empire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à cette époque-là, les Romains, ils ont enrôlé des cavaliers numides avec leurs chevaux, quand ils ont su qu'ils étaient très puissants. Ils les ont enrôlés avec eux pour aller envahir la Perse. Et c'était entre 3 et 2 siècles avant Jésus-Christ. Et ça, c'est d'une extrême importance parce que c'était la première fois où le barbe est monté en Mésopotamie. Et après, vous allez savoir pourquoi. Donc, les chevaux de ces nomades étaient les lointains ancêtres de nos barbes actuelles de bonne variété du Sud. On peut les voir sur les mosaïques rassemblées au musée du Bardo à Tunis et celles des ruines de Volubilis au Maroc. Ces chevaux-là étaient déjà caractérisés par leur rondeur et l'épaisseur de leurs muscles. Là, vous avez devant vous un cavalier romain, un soldat romain et un cavalier numide. Alors, voyez la guerre, comment elle s'est passée. L'autre, il avait une selle, un filet, il avait tout ce qu'il faut. L'autre, il était sur un cheval, sans selle, sans filet, sans rien, avec une baguette entre les oreilles. Et c'est comme ça qu'ils ont battu la cavalerie romaine. Donc, les plus vieilles traces de ce cheval dans le monde se trouvent dans tout le Maghreb, schématisées par des gravures rupestres, dont les plus vieilles se trouvant dans la région de Mouchelia, datant du 10e millénaire, et les gravures de Laguat datant du 5e millénaire avant notre ère. Il y a également des peintures rupestres dans le Tassili du Hogar, des chevaux attelés à un char datant de 1500 ans avant notre ère. C'est ce cheval qu'on appellera Barbe plus tard.
Donc là, c'est encore un cavalier numide. Et là, c'est les mosaïques du Maroc. Ça, c'est Volubilis. Et là, on voit les rondeurs du cheval du Barbe de l'Ouest, qui est marocain. C'est les peintures, gravures, les peintures du Tassili, où on voit un cheval attelé à un char, avec un cavalier dessus. Et les paléontologues disent que c'est la première fois où il y a eu un cheval attelé à un char. Et ça, c'est les Berbères de la tribu des Garamantes qui l'ont attelé, qui habitaient cette région à l'époque. Il faut bien comprendre que ce sont les Zénètes qui ont poursuivi, élevé et sélectionné dans ces régions steppiques du sud, grâce à leur mode de vie nomade et pastoral, le véritable cheval du Maghreb. Il a été appelé cheval numide, il est appelé cheval zénète, il sera appelé barbe plus tard. Il est passé par plusieurs phases. Cheval numide, à la découverte des Romains, après les zénètes, et il sera appelé barbe dans quelques années. La période berbère, des siècles de liberté durant lesquels ils nomadisaient avec leurs chevaux, avec leurs troupeaux, des pâturages d'hiver au pâturage d'été. Leurs chevaux sobres et endurants permettent à leurs cavaliers de protéger leur tribu, mais aussi de faire des razzias chez les tribus congénères. C'était cela l'économie nomade. L'économie nomade, quand ils avaient besoin de quelque chose, ils allaient faire des razzias, ils ramassaient ce qu'il y avait et revenaient. Leurs chevaux n'étaient jamais au même endroit, donc tantôt à moins 15, tantôt à plus 60, et c'est ce qui fait la variété et c'est ce qui fait l'endurance du cheval barbe. Parce que chez eux, des fois il est à moins 15, moins 20, et des fois il est à plus 60. Et c'est toutes ces variétés, et ces variétés de pâturage, de climat, de ceci, de cela, qui ont fait toutes les qualités du barbe. Ce cheval ne vivait jamais au même endroit. Il va sans dire. On remarque qu'avec toute la perpétuelle migration de leur cheval, ne vivaient jamais au même endroit, subissaient beaucoup de variations climatiques et changements de nature du sol. C'est pour cette raison que je dis qu'il y a un barbe et plusieurs modèles par rapport au milieu originel où il est élevé. C'est pour ça que moi je suis contre les gens qui s'amusent à dire il faut changer le modèle, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, je suis désolé, on ne peut pas changer changer quelque chose qui existe de nature. Maintenant, moi, je dis qu'il y a plusieurs modèles, et c'est le terrain qui le désigne. Maintenant, je choisis le modèle par rapport à la discipline que je vais faire. Il y a un grand modèle, il y a un moyen modèle, un moyen, un petit, et tu choisis en fonction, mais de là à me dire je vais changer le modèle parce que moi je mesure 1m90, il me faut un barbe d'1,65 m, je suis désolé, le barbe ne dépasse pas 1,60 m, grand maximum. Donc il y a certaines personnes qui s'amusent à dire ceci, cela. Il va sans dire que selon les régions, on rencontre des types différents qui seraient fastidieux de décrire ici. On peut dire cependant que d'une manière générale, en traversant le Maghreb, d'est en ouest, on constate une diminution progressive des barbes. Le barbe de l'Est est plus grand que le barbe de l'Ouest et du centre. Plus rustique dans ses formes, bien qu'il ne manque pas de distinction. Les régions du centre assurent la transition d'un cheval moyen. Le barbe de l'Ouest est plus petit. Plus on se rapproche des zones désertiques, plus les chevaux accusent de la finesse et de la distinction. Mais voici devant vous avez le barbe de l'Est, regardez-le, il est légèrement plus grand que les autres. Vous avez le barbe du centre, il est moyen, et le barbe de l'Ouest, c'est à peu près celui qu'on était en train de voir sur les mosaïques avec ses rondeurs. On n'a rien créé, c'est la nature qui a tout fait. Donc je disais, le barbe de l'Ouest est plus petit, plus on se rapproche des zones désertiques, plus les chevaux accusent de la finesse et de la distinction. Celui-là, ce modèle-là, c'est un autre modèle. En dehors de ces trois, c'est vrai que plus vous descendez vers le sud, plus il est fin, plus il est un petit peu allongé.
Et à ce sujet, je rappelle la citation de l'émir Abdelkader, qui est un grand de cheval, un grand typologue. Il dit ceci: les tribus qui habitent le Sahara ont toujours pu, mieux que celles du Tel, le Tel c'est le nord, se soustraire aux caprices oppressifs et spoliateurs de divers concurrents de l'Afrique. C'est donc évidemment chez elles que la race barbe a dû conserver toutes les qualités d'endurance, de sobriété, d'agilité qu'on s'accorde à lui reconnaître. C'est-à-dire, tous ceux qui ont envahi l'Afrique du Nord ne sont jamais descendus au sud des hauts plateaux. Jamais ils n'ont pu arriver là-bas. Et c'est pour ça que l'émir Abdelkader dit ceci. Ils n'ont jamais pu les modifier. Ils sont restés tels quels. D'ailleurs, à ce titre-là, vous avez deux grands hommes du cheval, qui est le général Doma, avec son célèbre ouvrage Les chevaux du Sahara, et vous avez l'émir Abdelkader. Et les deux, ils s'accordent sur la même chose. Ils te disent que l'Algérie est le berceau du bar. Mais le nid du berceau se trouve entre trois régions. La région d'Eflou, Lagouat et Mchelia. C'est un triangle. Dans ce triangle-là, ils te disent là, il y a le nid du berceau. Dans ce triangle, il y a Eflou, Lagouat et Mchelia, est détenu par trois tribus. Parce que dans chaque région, il y a plusieurs tribus. Mais le vrai barbe, l'authentique, il est détenu à Eflou par les Amour, à Lagouat par les Larba et à Mchelia par les Hmiyen. C'est les trois tribus qui détiennent vraiment l'authentique. Voilà ce que dit le général Doma et l'émir Abdelkader. Donc, voilà ce que dit le colonel Bourgou du Standard dont il est le rédacteur. Ce standard est la description d'un cheval du Maghreb se rapprochant le plus de la race primitive. Donc ce n'est pas une exactitude. Sans infusion de sang arabe. Donc, quand on est en train de juger un cheval, c'est-à-dire qu'il faut essayer de voir s'il n'y a pas de sang arabe. Ou du sang lourd, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est le sang arabe. Sans infusion de sang arabe, il a été fait à titre indicatif afin de réorienter les idées sympathiques mais floues de certains passionnés. À la création de l'OMCB, chacun allait avec sa version. Et ceci, et comme cela, et comme cela. Donc, l'OMCB a décidé de rédiger un standard. Et croyez-moi, le colonel Denis Bourgou, que j'ai eu l'insigne honneur de connaître, de recevoir 4 fois en Algérie, n'a pas fait ça par hasard. Et il n'a pas fait ça au hasard. Avant de faire ça, il a pris le studbook. Il a pris le premier studbook. Moi, il m'a raconté comment il a rédigé le standard. Il a lu tous les ouvrages des officiers de la cavalerie française. Tous, sans exception. Il a fait l'Algérie en tant qu'officier de la cavalerie française de 1956 à 1960. Donc, il a fréquenté ce cheval chez lui avec les officiers et confirmé ce qu'ont dit les officiers qui l'ont monté chez nous et ailleurs. C'est eux qui l'ont amené ailleurs. Donc, je disais, il a pris le studbook. Et le premier studbook qui a été édité, qui a été fait en 1886, d'ailleurs à ce sujet, l'arrêté a été fait le 8 mars 1886, qui est devenu par la suite la journée des droits de la femme. Alors, dans ce studbook, les gens qui l'ont fait, c'était des gens ingénieux. Dans le premier studbook, il y avait 547 mâles et 1137 femelles. Et tous les chevaux étaient toisés. Tous, sans exception. La toise figure sur si jamais vous tombez sur le premier volume du studbook, moi je l'ai à la maison. Sur tous les chevaux, il y a la toise. Des fois, il y a le nom du père et de la mère, mais selon la déclaration du propriétaire. Mais la commission a toisé les chevaux. Elle les a toisés. Et vous avez la toise. Donc, quand il est allé faire le standard pour le rédiger, il a pris ce studbook. Et il a commencé à voir la toise des chevaux de l'est jusqu'à l'ouest. Et c'est pour cette raison-là qu'il nous dit que voilà, ça change.
du plus haut au plus petit et jusqu'à la frontière marocaine, jusqu'à l'océan Atlantique. Donc il n'a pas fait ça par hasard. Donc quand il parle de ce standard, il sait ce qu'il dit. Donc il y avait beaucoup de gens qui tergiversaient. Il a rédigé ce standard et il a été appliqué. Donc maintenant on passe à la période arabe. Les Numides zénètes étaient aussi de très bons cavaliers, voire meilleurs que les conquérants arabes. Hassan Pacha écrit en 1558 « Nous avons lu dans la Saqratiyya que les compagnons du prophète, lorsqu'ils conquirent l'Ifriqiya, c'est-à-dire l'Afrique, préfèrent les chevaux de cette région à ceux de Syrie. Ils devaient les trouver encore meilleurs plus tard dans l'ouest, dans le Jebel Amour à Aflou. À leur retour, ils sont partis sur des barres. Ce sont eux qui apportaient d'Orient la selle avec les étriers et la ferrure pour les chevaux. Les guerres favorisaient les échanges techniques, les zénètes les adoptèrent. C'est un progrès considérable quand on sait que jusqu'à cette époque, les cavaliers zénètes ainsi que leurs ancêtres les Numides montaient sans selle et sans filet et guidaient leurs chevaux en plein combat avec une simple baguette entre les oreilles. Donc ils ont apporté cette selle avec eux qu'on appelle la selle arabe. Donc maintenant, on passe à la mondialisation du cheval arabe. Tarq ibn Ziyad envahit l'Espagne avec 8000 cavaliers remontés de chevaux barbes et quelques arabes barbes, puisque le croisement avait déjà eu lieu accidentellement au voulu. Le meilleur croisement du monde venait de donner le meilleur cheval de cavalerie qui sera utilisé 8 siècles plus tard par la cavalerie française après le débarquement du 14 juin 1830 à Alger. Je m'explique. Tarq ibn Ziyad a envoyé l'Andalousie avec 8000 cavaliers. Il y avait quelques arabes barbes, parce qu'il s'agit de savoir aussi que on dit que les Arabes sont venus avec des chevaux. La première invasion, il y avait 750 cavaliers, pas plus. Selon les historiens Charles-André Julien, il dit qu'il y avait 750 chevaux. Donc parmi eux, il y avait des théologiens, il y avait des administrateurs et il y avait des officiers. Donc, et il y avait à peu près 2 millions de chevaux en Algérie. Donc, que pouvaient produire ces chevaux-là par rapport à quelques arabes barbes? Donc, l'arabe barbe a été créé à cette époque-là, mais pas en nombre excessif. Il a été créé à cette époque-là et on estime que c'est le meilleur croisement au monde. En 712, soit une année plus tard, l'émir Ibn Nusayr, lui aussi, rejoint l'Andalousie avec 15 000 cavaliers remontés de chevaux barbes et arabes barbes. Pour rappel, les conquérants aghlabides de Tunisie, et là c'est une tribu berbère de Tunisie, ils ont conquis la Corse et la Sicile et le sud de l'Italie en 840. Notre cheval barbe du Maghreb a été exporté en Europe à partir du 9e siècle. C'est-à-dire qu'en 712, Tarq ibn Ziyad est rentré par l'ouest, il a envahi l'Espagne, et 128 ans après, les Aghlabides d'une tribu berbère de Tunisie, ils sont rentrés par la Corse, la Sardaigne et la Sicile. Et voilà comment s'est produite la première exportation massive du cheval barbe en Europe. Et en passant par la Corse, ces barbes-là ont laissé un petit cheval que Madame Perretel les connaît très bien, c'est le facteur corse. Le facteur corse est un dérivé du barbe. Maintenant, pourquoi on l'appelle le facteur corse? Et après, c'est devenu le cheval corse. Et on voit que ce cheval-là, là où il passe, il laisse une progéniture. Donc, le Genet d'Espagne fut considéré pendant longtemps comme le meilleur cheval de selle. Eh bien, ce n'est autre que le Zénète d'Espagne. Pourquoi on dit le Genet d'Espagne? Le Genet, ça veut dire Zénète. Genet, ça veut dire pour les Espagnols, c'est Zénète. C'est-à-dire le produit né
En Espagne, de l'étalon berbère et de la jument autochtone, et le mot jeûner veut dire zénith. On dit qu'il monte à la gineta, qui veut dire monter à la zénith. Donc là, on a une carte devant nous. Du côté de l'ouest, c'est l'arbre de Gilles qui est rentré par le détroit de Gibraltar qui porte son nom actuellement. Et par là, le deuxième côté, c'est la Tunisie. Et là, ils sont rentrés sur la Corse et la Sardaigne et ils sont arrivés en Sicile. Et là, voilà ce que ça veut dire monter à la zénith. Regardez les pieds des cavaliers où ils sont. Ils montent avec des étriers très courts, comparativement aux Arabes qui montent avec des étriers longs. Les Berbères et les Zénètes montent comme ça. C'est ce que les Espagnols ont appelé monter à la zineta. Le cheval barbe, la raison majeure de l'appellation de cheval barbe. Il est appelé cheval barbe tout simplement le cheval de la Barbaria, d'où il tire son nom. Cette région géographique a été appelée sous ce nom dès le Xe siècle de notre ère par les cartographes arabes. Voici la carte. Vous allez voir à droite, c'est la Tunisie, à gauche, c'est le Maroc, et au milieu, c'est la Barbarie. Donc elle s'est appelée le Numidie, et à partir du Xe siècle, elle s'est appelée la Barbaria, et c'est à partir de là où c'est devenu le peuple numide, zénète et maintenant berbère. Et le cheval a pris l'appellation barbe par rapport à la cartographie. Pourquoi? Parce que en 1550, à Venise, paraît un livre intitulé La description de l'Afrique, écrit par le professeur Hassan ben Mohammed el-Wazzan el-Ziyati, né à Grenade en 1489, dit Jean-Léon l'Africain. Il dit dans ce célèbre ouvrage, ces chevaux sont appelés barbarie en Italie, et il en est de même dans toute l'Europe, parce qu'ils viennent de la Barbaria, ils sont d'une espèce qui naît dans ce pays. Ce monsieur, il est né en Andalousie, il a vécu au Maroc, et il a traversé l'Algérie pour aller je ne sais où, et après il a été pris comme prisonnier, esclave, il a été vendu, et il a été acheté à cette époque-là par le pape, et c'est devenu un petit peu l'esclave du pape. Il a travaillé chez le pape, et c'est là-bas qu'il a écrit ce livre, La description de l'Afrique, et c'est là-bas qu'il a appris l'italien, et c'est là-bas qu'il leur a dit que ce cheval vient de la Barbarie. Enfin, notre cheval maintenant, il est clairement identifié. Il faut mentionner la migration extraordinaire du cheval des Zénètes au-delà de l'Atlantique, et cela à partir de 1492. Il s'y est produit de façon étonnante et a repeuplé tout le Nouveau Monde qui était vide de chevaux. Événement de grande importance, toutes les races des steppes américaines sont dérivées du barbe, le Mustang, le Quarterhouse, le Criollo, le Bagua, le Cimarron et j'en passe. Donc le grand roi Louis XIV, lors de la création des haras par Colbert en 1665. En 1665, décide d'améliorer l'élevage des chevaux de selle en son royaume, par des étalons qu'il fit acheter en Barbarie, c'est-à-dire en Algérie. Il en ramena 689. 689. Il les a fait distribuer dans les provinces de Poitou, Saintonge, l'Auvergne, l'Aunis et le Limousin pour saillir dans la même année 13 204 juments. Et tout ça, c'est pour alléger la race française qui était lourde. Là, vous avez le roi Louis XIII faisant son instruction sur un cheval barbe. Ce cheval barbe que tout le monde connaît, c'est le bonite. Donc Pluvinel disait que c'était le cheval le mieux dressé de la chrétienté. Et ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que le barbe n'a pas été exploité à sa juste valeur, parce que il est bien dans toutes les disciplines. À cette époque-là, qui connaissait le dressage? Personne.
Quel est le cheval qui a commencé le dressage avec les allures relevées? C'est lui. C'est le premier. C'est le premier au monde à avoir été travaillé sur les allures relevées, le passage, le piafé, la croupade, la levade, etc. Aujourd'hui, c'est normal. Chacun doit défendre sa race. Ben, nous, on n'a pas défendu la nôtre. Quand je dis nous, je parle du pays du berceau. Je m'entends bien. Parce que les allures relevées, c'était le barbe. Et après, c'est passé au seul français, aux Allemands, aux Hollandais, aux Anglais, etc. Alors donc, là, le barbe marocain, précurseur de la race pur sang. En 1650, après le rétablissement de la monarchie, période où Cromwell a gouverné l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande de 1653 à 1658, en Angleterre, Olivier Cromwell, 1589-1658, bien qu'opposé aux courses, pratiquait l'élevage et possédait des juments barbes qu'il faisait couvrir par l'étalon du général Fairfax, 1612-1671, le fameux Marocco Barbe. Ce cheval Marocco Barbe a été exporté du Maroc en 1662 vers l'Angleterre pour essayer, parce qu'eux, ils étaient à la recherche d'un cheval rapide. Chaque propriétaire voulait que son cheval soit le plus rapide. Donc là où on trouvait une race, on l'a croisé. Donc ils ont eu ce cheval-là. En 1662, ils ont commencé à le croiser avec leurs juments autochtones. En 1662, recevant dans la dot de sa femme la ville de Tanger, Charles II, roi d'Angleterre, profite pour ramener du Maroc des chevaux dont les juments Royal Barbe et Barbe Mare. Souvenez-vous de ces deux noms-là, ils vont apparaître quelques siècles plus tard. On remarque que les croisements juments autochtones avec étalons barbe et juments barbe avaient commencé bien avant l'arrivée des étalons pur sang arabe en Angleterre. Il y a beaucoup de gens qui te disent que le pur sang arabe, le pur sang anglais, il descend du pur sang arabe. C'est vrai, il y a un mélange. Il y a de tout dans ce cheval-là. Mais la majorité des chevaux et qui a vraiment boosté cette race pour qu'elle devienne plus rapide, c'est le barbe, c'est pas notre cheval. D'ailleurs, 1662, il y a eu l'arrivée de Marocco Barbe. Voilà. Le premier pur sang arabe est arrivé 18 ans après Marocco Barbe. Le deuxième est arrivé 42 ans après. Alors là, les poulinières barbes avaient pouliné, les autres, il y a eu du turkmène, il y a eu de la kaltéké, il y a eu des juments irlandaises, il y a eu de tout. Mais le fameux, on va le voir par la suite. Donc, on remarque que ces croisements juments autochtones, étalons barbe, juments barbe avaient commencé bien avant. En France, sous lui, regardez encore. En France, sous Louis XIV, de nombreuses juments barbes achetées à Moulay Ismaïl sont mis à la reproduction au haras royal de Saint-Léger en Yvelines. En 1685, Jacques II, roi d'Angleterre, ayant succédé à son frère, poursuit la politique d'élevage de Charles II et acheta à M. Curwen 2 étalons barbes que le sultan du Maroc avait offerts à Louis XIV, dont avait hérité son fils légitime, le comte de Toulouse. 1678-1731. Il s'agit de Curwen Barbe et de Toulouse Barbe. Ces deux chevaux-là, on va les retrouver tout à l'heure dans la création du pur sang. Arrivée de Cham en Angleterre, 1731. 1731, il y a un cheval qui arrive en Angleterre qui s'appelle Cham, qui sera nommé Godolphin Barbe plus tard et par qui la race va exploser et sera fixée définitivement. Il est né à Bizerte en Tunisie en 1724. En 1729, le bey de Tunis offre au jeune roi Louis XV 8 étalons Barbe,
Celui-ci ne s'intéresse qu'aux chevaux ramassés près de terre, qu'on appelle les courteaux. Il se sépare de Cham, étalon B, qui a l'encolure puissante, qui, après beaucoup de vicissitudes, ayant été acheté par Lord Godolphin, il deviendra Godolphin Barbe et produira avec l'excellente Roxana une meilleure descendance, dont un des meilleurs chevaux de course, Lat, naîtront par la suite du même père, Cad et Rugulus et bien d'autres. Penchons-nous un instant sur les origines pour constater le nombre non négligeable d'étalons Barbe en Angleterre. L'un des premiers mentionnés, Shilabi Barbe. Cet étalon uni à Mona Barbe, appartenant à la reine Anne, produit le fameux étalon Croft Bay Barbe. En 1700, M. Hutton Barbe possédait deux étalons Barbe, Hutton Bay Barbe et Hutton Gris Barbe. Eclipse, né en 1764, le meilleur cheval de course de tous les temps, invaincu dans toutes ses courses, retiré car personne ne voulait se mesurer à lui, fut l'un des plus grands chefs de race des pur-sang anglais. Dans ses origines et jusqu'à la 7e génération, on retrouve les étalons Hutton Bay Barbe et Hutton Gris Barbe et la jument Barbe Noire. Importé en 1662, importé du Maroc en 1662, il est à 25% Barbe. Le Barbe a plus à faire avec notre pur-sang. Le Barbe a plus à faire avec notre pur-sang que le pur-sang arabe, selon M. Sidney, hippologue, voir le livre du cheval, édité à Paris en 1892, page 246 jusqu'à 327. Cette histoire est écrite dans ce livre, que le Barbe avait plus à faire avec le pur-sang anglais que le pur-sang arabe. Il ajoute qu'il n'y a aucun pédigré que l'on puisse tracer au-delà de Marocco Barbe appelant au général Fairfax. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de Barbe qui est venu d'ailleurs avant Marocco Barbe. Ce sont les qualités foncières de la race Barbe qui, grâce à une sélection sévère par l'épreuve sportive, ont permis aux Anglais de fabriquer le pur-sang arabe. Les pédigrés de Matchen, Hérode et Eclipse en apportent la preuve. On constate par ces faits historiques que le précurseur du brassage de sang de cet élevage sélectif qui va donner le meilleur cheval de course au monde est le Barbe marocain. Même s'il y a eu l'apport de sang arabe, comme il y a eu d'autres courants de sang, tels que le turkmène, la kaltéké et j'en passe. La clôture de cette sélection par l'effort est faite par un cheval Barbe tunisien, Godolphin Barbe, dont les produits ont fait explorer la race. Matchen, né en 1748, petit-fils de Godolphin, donna 354 gagnants. Les trois fils de Godolphin, Lat, Cad et Rugulus, triomphent tous les trois dans une même réunion de course en 1738 dans des épreuves différentes, c'est-à-dire les trois fils de Godolphin dans trois courses différentes le même jour et les trois y gagnent. Ce n'est qu'après cette explosion que la race a été fixée en lui donnant le nom de pur-sang anglais et que le général Studbook fut créé par M. James Waterby en 1791. Le chercheur Bruce Law a identifié au XIXe siècle Le chercheur Bruce Law a identifié au XIXe siècle certaines familles de juments dans la race pur sang et le nombre de juments fondatrices a plus tard été fixé à 74, c'est-à-dire qu'il y a 74 juments fondatrices de la race. Toutefois, des études récentes, 2002, à partir de l'ADN de juments pur sang, indiquent que la majorité de ces 74 juments semblent avoir elles-mêmes un ancêtre commun, ou bien que le registre anglais du pur sang comporte des erreurs. Ces juments sélectionnés sont désignés par le nom de Royal Mare et Barbe Noire. On les retrouve dans les mères fondatrices. On revient aux juments marocaines exportés en 1662. Maintenant, pour rester dans l'ADN, je vais vous faire une lecture
En 2002, il y a eu ces 74 juments fondatrices de la race. Il y a une étude, il y a des chercheurs qui ont publié une étude sur l'ADN du barbe. Cette étude a été publiée le 27 septembre 2022, c'est-à-dire elle est très récente, dans la revue scientifique Animals. Des études sur le chromosome Y donnent un premier aperçu de la relation paternelle du cheval barbe. Les chercheurs dans cette étude sont Lara Radovic, Victoria Remer, Karina Karal, Boris Rigler, Godfried Brem, Ahmed Ryan, Khadija Delis, Malak Benamar, Mohamed Mishmoum, Mohamed Pirot, Diana Krischke, Inès von Butler-Wenken et Barbara Wallner. Au cours de son histoire, le cheval barbe, ils disent ceci. C'est eux qui le disent, moi je n'ai rien fait. Moi j'ai donné des prélèvements et ils ont pris mes livres. Ce que j'ai dit, pourquoi vous me faites. Ils m'ont dit, bon écoutez monsieur Ryan, on a pris sur vos livres beaucoup de données et vous nous avez envoyé, j'ai envoyé des prélèvements de crâne, de barbe authentique de chez vous. Au cours de son histoire, le cheval barbe d'Afrique du Nord a été exposé à diverses influences d'élevage. Son histoire de reproduction exacte est encore largement inconnue. Afin de découvrir la relation paternelle dans une race, le chromosome Y peut être utilisé, qui n'est jamais transmis que par les animaux mâles, de père en fils, et cela continue presque inchangé au fil des générations. À cette fin, certaines sections de chromosomes appelées haplotypes sont analysées. Cela permet également de découvrir des lignées, des croisements et d'éventuels liens avec d'autres races du côté des mâles. Dans la présente étude, conduite par le vétérinaire professeur Barbara Wallner, chargée de cours à l'université vétérinaire de Vienne, le chromosome Y a été analysé et examiné chez 84 étalons barbe et 35 étalons arabes barbe. La moitié des échantillons provenaient directement du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. L'autre moitié des échantillons provenaient d'étalons présentés et de leur progéniture en Europe par la participation des éleveurs d'Allemagne, de France, de Suisse et d'Autriche. Les scientifiques de l'élevage et de la reproduction des animaux de l'université vétérinaire de Vienne ont trouvé 18 haplotypes différents dans le chromosome Y. Cette diversité génétique est extraordinairement grande par rapport aux étalons utilisés dans de nombreuses autres races de chevaux qui ont été examinés à Vienne jusqu'à présent. Du côté des étalons, il y avait aussi de nombreux liens avec les races de chevaux d'aujourd'hui. Les variantes du chromosome Y des chevaux barbes peuvent ainsi encore être trouvées aujourd'hui dans les races de chevaux ibériques, les chevaux baroques, les chevaux de poney européens, les chevaux de trait européens, les chevaux pur sang anglais, les chevaux acaltéqués, les étalons de races de chevaux sud-américaines et des chevaux pur sang arabes. Donc vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure, souvenez-vous bien, 3 siècles avant Jésus-Christ, le barbe, il est monté en Mésopotamie avec les Romains. Donc voilà comment on le retrouve. Et en 1558, Hassan Pacha dit que les Arabes, quand ils sont venus, ils sont repartis sur des barbes. Donc, et des chevaux pur sang arabe. 67 chevaux barbes ont montré des haplotypes qui n'étaient auparavant trouvés que chez les étalons de races de chevaux ibériques et des races de chevaux sud-américaines. Une indication claire de l'importance précoce du cheval barbe en tant que race fondatrice. Vous voyez où on en est? On n'est pas loin, parce qu'ils sont en train de continuer les recherches, et on n'est pas loin, peut-être que dans quelques temps ils vont faire une publication, que le barbe est à l'origine de toutes les races dans le monde. Et ça, ce n'est pas rien. Je crois que c'est quelque chose de très important. Donc ces gens-là, je les ai rencontrés par hasard au Maroc. J'avais fait une communication comme ça. Ils étaient
faisait partie de l'auditoire. Je me souviens, j'avais fait la communication sur le cheval barbe et ses dérivés. C'est à partir de là où ils sont venus me voir, et c'est à partir de là, parce qu'avant, ils ne trouvaient l'ADN que chez les... Ils trouvaient l'ADN des chevaux hispaniques, lusitaniens, sur les autres chevaux. Mais quand ils ont su qu'il y avait tout ça sur le bas, ils ont voulu avoir des prélèvements, et à partir de ces prélèvements maintenant, voilà où on a abouti. Donc voilà, de 2002 où on était, en 2022 où on est sur l'ADN, on est presque arrivé à la fin. En conclusion, permettez-moi de vous lire une réflexion de mon ami le colonel Denis Bocco sur le peuple arabe cavalier. Ayant écrit l'une des plus belles pages de l'histoire des peuples cavaliers qui dominèrent le monde connu du 7e au 14e siècle, les Arabes, possédant une des plus belles langues véhiculaires, n'ont pas célébré le cheval seulement en poème, ils l'ont décrit avec une précision extraordinaire, et leurs savants du Moyen-Âge ont su définir le cheval noble avec une perfection et une rigueur que n'ont pas atteint nos hippiatres modernes. Fin de citation. Le cheval repris par les hippiatres de grande renommée, parmi lesquels l'on se doit de citer avec une grande fierté le plus illustre d'entre eux, l'émir Abdelkader, qui a dit « Le cheval est véritablement noble, comptant plus d'une bonne conformation, il réunit le courage et la fierté, et qu'il resplendit au milieu de la poudre et des hasards. Il semble qu'aujourd'hui encore le cheval barbe apporte ses lettres de noblesse aux races actuelles. Autrefois, il leur a donné son sang. Aujourd'hui, il leur donne une histoire, celle de son passé glorieux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.